Justement, c'est vrai que c'est un sujet qu'on commence à aborder, plus vous dans votre intimité, si je puis dire ça. Fan simplement de Godzilla ou de films de kaiju en général? Le film de Kaiju en général. Mais Godzilla étant quand même le fer de lance du film de Kaiju, mais j'ai adoré Cloverfield, un de mes films, si on peut le classer dans le genre Kaiju, mes films préférés ça. Le kaiju est quand même difficile à classer parce que c'est pas du série B, mais c'est une manière de faire quand même assez différente du film d'horreur ou du film de monstre quoi. Comme les slashers, où il y a des gens qui adorent les slashers, c'est pareil, ça peut paraître grotesque, mais c'est peut-être parce que c'est grotesque que c'est plaisant, et voilà. Et d'ailleurs, les derniers Godzilla, vous en avez pensé quoi? Dont le 2 entre autres. Bon, le scénario, hein. Là, je pense que toutes les 5 minutes, je pouvais citer John Carmack en disant bon, c'est pas le scénario le principal du film, mais c'est pour quelqu'un qui aime les combats de monstres, c'est comme du porno, quoi. C'est délectable à ce point-là. Je veux dire, les combats sont vachement bien faits, c'est beau, et c'est un beau film. Enfin, je veux dire, en termes d'effets spéciaux, ça claque. Surtout que j'aime les plans que je préfère, c'est les plans à hauteur d'homme. Parce que là, on a vraiment le sens du monstre. Quand on voit à hauteur de monstre, bah, on a l'impression qu'ils sont dans un décor en carton-pâte. On sent pas la menace et le gigantisme. Donc j'aime bien quand les films montrent le Godzilla à vue d'homme. Et j'avais bien aimé le plan dans le premier Godzilla où il tombe en parachute. On voit le Godzilla en tant que le mec tombe en parachute. J'ai trouvé ce plan magnifique. Ça, on parlait de fantasme de cinéma. Ça, c'est un plan que je rêvais de voir dans un cas je vous mets vraiment, voilà, être dans des situations où on voit le kaiju. Et d'ailleurs, en parlant japonisation, on va dire ça comme ça, vous racontez à un petit moment que vous vous êtes retrouvé à chanter le générique de Goldorak dans un karaoké après avoir un peu bu de saké, le tout grâce à la phonétique. Ça s'est passé comment? Comment on en arrive là quand même? Alors, oui, bon bah ça m'est arrivé d'être au Japon pour le boulot, et il y avait une équipe avec laquelle je m'étais particulièrement bien entendu et qui m'avait proposé de faire un karaoké. Et l'alcool aidant et les questions un peu idiotes fusant, c'est est-ce que tu connais une chanson japonaise? Et le seul truc qui m'est venu à l'idée, c'était le générique de Grendizer, parce que je m'amusais beaucoup avec mon cousin à le chanter en japonais, parce que ça nous faisait marrer. Et ça m'est revenu à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais ça m'est revenu à ce moment-là. Bon, c'était très amusant pour les gens qui m'écoutaient. Mais mes collègues japonais qui étaient autour de la table étaient morts de rire, et il y en a un qui disait mais tu sais que c'était pas mal, c'est pour ça qu'on rigolait, c'est que c'était pas si mal que ça. D'ailleurs, c'est vrai que bon, quitte à parler Japon, vous faites des visual novels, il y a forcément une passion un peu vidéoludique derrière. Vos jeux préférés du coup? J'ai beaucoup aimé Dune CD par Cryo, qui est un jeu qui est sorti en 92. C'est un jeu que j'adore parce qu'il y a un côté narratif, mais il y a aussi un côté jeu d'aventure où il faut trouver des indices, il faut trouver des choses. Et il y a aussi beaucoup un côté stratégique, mais ça reste assez facile, on comprend ce qui se passe, il n'y a pas 100 milliards de paramètres, et tout ça est très très beau. En plus, c'est un très très beau jeu, avec une très belle musique. Et ensuite, j'hésite. J'ai beaucoup aimé Shenmue. En 3, toujours de Yu Suzuki, Outrun. C'est vraiment un jeu de voiture génial, parce que c'est que du fun. Il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de truc. Outrun, c'est vraiment aller à l'essentiel. Vous êtes dans une voiture, il fait beau, il y a des beaux paysages, vous allez vite et vous avez du fun. Et voilà, c'est génial. Sinon, en 4, Street of Rage 2. Encore une fois, la musique, les décors, les personnages, c'est un jeu qui est une petite œuvre d'art. Lui tout seul, j'adore Street of Rage 2. Et Street of Rage Remake. C'est un jeu indépendant qui est sorti il y a quelques années, qui a été fait par un groupe qui s'appelle Bomber Game, qui est un jeu de fans, où ils ont tout redessiné. Donc vous pouvez jouer à Street of Rage 1, 2 et 3, mais comme si c'était un seul et unique jeu. C'est une version moderne de Street of Rage, mais qui est très très fidèle à l'original. C'est absolument génial. C'est difficile à trouver parce que Sega malheureusement n'a pas autorisé le jeu à se faire. C'est dommage d'ailleurs ce qui leur est arrivé, parce qu'ils avaient fait très attention à ne rien ripper du jeu. C'est-à-dire qu'ils ont tout redessiné. Ils ont tout refait, ils n'ont pas repris une seule ligne de code. Ils voulaient vraiment être super legit. Et au dernier moment, il y a chez Sega qui a décidé non, on le fera pas, alors que je veux dire c'est aussi bon que Sonic Mania. Ça s'appelle Street of Rage Remake, vous faites une recherche sur Google, je pense que vous le trouverez. Il y a un truc, c'est vrai que ça m'a un peu interloqué, mais c'est plus, effectivement je voudrais en savoir plus. Vous avez une passion
pour une créature mythologique aztèque, parce que je crois avoir compris qu'apparemment c'est un tatouage que vous avez en plus dans le dos. Alors je vais pas prononcer à prononcer le nom, hein, je suis pas assez fou pour ça, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière ça. C'est vrai que ça m'intrigue. Quetzalcoatl, c'est le serpent à plumes, comme Kukulkan. Bon, c'est très simple, quand j'étais petit, j'étais un fan des Cités d'Or. J'adorais cette série et ça présentait les civilisations Inca et Maya. Ça m'a beaucoup. Alors Quetzalcoatl, c'est le nom aztèque, le nom Maya, c'est Kukulkan. Et ce dieu du serpent à plumes m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et comment dire, j'avais même appris un peu à lire le Maya et les stèles et tout ça. Et d'ailleurs, l'histoire de la découverte et du déchiffrage de l'écriture Maya est passionnante. Spoiler, c'est un gamin qui a trouvé la solution. Même la civilisation en elle-même est assez fascinante, mais aussi l'histoire de la découverte de cette civilisation-là est tout aussi fascinante. Donc, c'est sur une note plus positive, mais aussi intéressante, qu'on voudrait savoir à quand un partenariat avec le fromage de Chaume. Quand ils veulent, surtout si c'est pour m'envoyer, des fromages, c'est autant qu'ils veulent. J'étais un peu obligé effectivement quand j'ai vu s'il y avait qu'un seul truc à manger, ce serait quoi? J'ai pas pu m'empêcher. Bah, du chaume. Faut que je la replace. Bon, bah, c'était plutôt bien placé. Voilà, c'est sur tout ça qu'on va quand même conclure. On a pu voir Manor Story en tant que groupe, Manor Story sur le plus gros projet qui est un peu Sylvia, même si les autres sont aussi d'une grosse ampleur, mais c'est vrai que le noyau un peu central reste Sylvia. Puis vous, tout simplement, ça a permis de voir aussi, parce que peut-être changer quelques préjugés, de penser que des artistes qui font du cuit, ils pensent qu'à ça. Non, c'est des êtres humains, quoi. C'est ouf. Hein. Donc voilà. La révélation. Bah, merci pour avoir pensé à moi pour l'interview.